Alors, 61%, vous me dites, ça signifie qu'il y a 61% d'aliments qui correspondent à des égalités ou des substitutions par des acides aminés proches. Qu'est-ce que vous entendez par acides aminés proches? Alors, merci Massima, ce sont donc des propriétés physico-chimiques qui sont similaires. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme propriété physico-chimique similaire? Voilà, on peut avoir des acides aminés qui ont la même polarité, qui sont polaires. On peut avoir des acides aminés qui sont hydrophobes, ou acides, ou basiques, etc., ou qui sont chargés. Voilà. Donc, à partir du moment où on a des acides aminés qui sont avec des propriétés physico-chimiques proches, ils sont notés comme ayant des... Ils ne sont pas identiques, mais ils ont des similarités, donc ils sont notés comme un plus. Ici, vous voyez la valine et la leucine, ici, qui sont alignés, donc il y a un plus. Quand ils sont identiques, en fait, la lettre, elle est remise au milieu. Donc, l'identité ou la similarité, elle est en fait notée par soit la lettre de l'acide aminé, soit un plus. Sinon, s'ils sont vraiment différents, il n'y a rien. OK, après, vous avez les pourcentages qui sont entre parenthèses. OK, la longueur de l'aliment qui est ici. OK, donc voilà le type de questions que vous pouvez avoir. Ensuite, on vous dit, en ne prenant en considération que les deux premiers, donc celui-ci et celui-ci, donc ceux qu'on avait considérés comme étant justement les plus pertinents, on vous demande résumant les principales caractéristiques de l'alignement de la protéine TRP avec les deux protéines impliquées dans ces alignements. Donc ici, en fait, vous voyez bien qu'il s'agit de voir que sur votre séquence Kerry, vous notez bien les acides aminés, les premiers acides aminés en fait qui s'alignent. Donc ici, vous voyez que vous êtes de l'acide aminé numéro 4 à votre subject qui est numéro 2, puis qui va en fait de votre protéine à vous jusqu'à 192 et sur la séquence de la banque, en fait, qui est la séquence... Pardon, c'est l'inverse. La séquence Kiwi, c'est la vôtre, et la subject, c'est celle de la base de données. Pardon, excusez-moi. Donc, votre séquence, vous commencez à l'aligner sur votre schéma de l'acide aminé numéro 4 jusqu'à 194, à cette séquence subject, qui est l'antranilate synthétase de Bacillus subtilis. Donc, la BABA de Bacillus subtilis. Si vous regardez sur le deuxième, vous voyez que de votre séquence Kerry, de votre séquence à vous, vous commencez au 200e acide aminé, donc à la suite de votre protéine ici. Vous avez en fait la phosphoribosyltransférase qui s'aligne, donc qui commence de 1 jusqu'à 322, et vous avez de 200 à 522. Donc, vous voyez bien que ici, sur le schéma que vous pourriez faire, par exemple, j'ai ma séquence à moi, et vous voyez qu'en fait, j'ai une première séquence qui s'aligne ici et une deuxième séquence qui s'aligne ici. Donc ça, c'est le premier alignement, et j'ai le deuxième alignement ici. D'accord? Sachant que ça, la première, c'est votre séquence à vous. Voilà, schématiquement, avec un peu plus de détails. Il faudrait mettre les numéros, évidemment, des acides aminés. Ici, c'est 2, 194, puis 200, jusqu'à, en fait, 520. Donc, on va effacer. Ensuite, on vous demande, donc, que s'est-il passé chez coli ou chez Bacillus subtilis qui pourrait expliquer les caractéristiques particulières du gène codant pour cette protéine. Donc, qu'est-ce que, d'après vous, il s'est passé, sachant le schéma que je vous ai fait là? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme hypothèse sur qu'est-ce qui s'est passé en fait sur cette protéine de coli ou de Bacillus subtilis?
Alors, sur votre séquence à vous, en fait, vous l'avez en un seul morceau. Sur Bacillus subtilis, on la retrouve en 2 morceaux. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Non, je ne projette pas les questions. Je vous projette les résultats pour que vous puissiez réfléchir et écouter ce que je dis. Et donc, voilà, donc là, la question, c'est, d'après le schéma que je viens de vous faire, où vous avez donc la séquence, votre séquence à vous, qui va de 1 à 500 et quelques, plus de 520. Vous faites un blast P, et à ce moment-là, en fait, vous avez l'alignement d'une partie. On a vu, la première partie de l'alignement, c'est cette protéine ici, qui vient s'aligner sur ma séquence K8 de 4 à 194. Et la deuxième partie, cette protéine-là, qui vient s'aligner, en fait, en commençant 200 et en allant jusqu'à 500. Donc, revoyez vos cours, en fait, et aussi, en fait, vos cours de PI 440, par la même occasion, pour comprendre, oui, Coraline, tout à fait. C'est qu'il peut y avoir une fusion de gènes, justement, sur coli. Donc, chez Bacillus subtilis, les 2 protéines, les 2 séquences sont séparées, alors qu'en fait, chez coli, elles ont fusionné. Et donc, ce sont probablement, après, on pourrait vous demander quelles hypothèses vous faites aussi sur le fonctionnement de ces protéines. Ça pourrait être des protéines qui sont tellement liées sur la même fonction enzymatique, ou comme un opérant, en fait, qui agissent de façon successive sur le même métabolisme. Donc, du coup, elles ont été fusionnées. Donc ça, c'était des questions, en fait, sur l'alignement. Donc, à la fois sur le BLAST-P, donc des questions théoriques sur qu'est-ce que fait BLAST-P, donc tout ça, en fait, tous les BLAST, vous devez les connaître. Et ensuite, des questions spécifiques sur le résultat de l'alignement. Donc ça, c'est un exemple de questions que vous pouvez avoir qui concernent l'alignement. On va voir maintenant des questions qui concernent le GenBank. Voilà, typiquement, on vous donne en annexe, voilà, une fiche GenBank, donc comme vous avez vu en cours et en TD. Donc voilà la fiche GenBank. À partir de cette fiche GenBank, vous avez différents types de questions. Et la première question, on vous demande de compléter un tableau. Et dans ce tableau, on vous demande quel est le type de séquence. Donc, type de séquence, évidemment, c'est est-ce que c'est de l'ADN, est-ce que c'est de l'ARN, est-ce que c'est du cDNA, etc., etc. On vous demande de quel organisme provient cette séquence. On vous demande, alors s'il y en a qui répondent en même temps, c'est très bien. Voilà, donc merci, oui, Philippine, c'est bien de l'ADN linéaire. On peut vous demander la longueur de la séquence, la taille de la séquence.
Alors, est-ce que l'organisme, c'est de l'ADN mitochondrial? L'organisme d'où provient cette séquence, c'est quoi? Voilà. L'organisme, c'est ici. En fait, on regarde au niveau. Par contre, en fait, on pourrait vous demander, ce n'était pas le cas, mais on pourrait vous demander, est-ce que c'est est-ce que c'est génomique ou est-ce que en fait on retrouve en fait cet acide nucléique dans un organite? Et si oui, lequel? Là, on est d'accord qu'il s'agirait de dire qu'on est dans la mitochondrie de cet organisme. On vous pose la question de la date de soumission de cette séquence. La taille, c'est bien 1920. Oui, mais si vous mettez 1920, ça ne veut rien dire. C'est 1920 quoi, exactement? Paire de base. Oui, d'accord. Ah, donc, soyez précis. Hein, si vous répondez que 1920, vous avez 0. Hein. Ensuite, on vous demande le nom de la revue scientifique et l'année de publication de l'article scientifique citant cette séquence. Donc là, on est d'accord en fait qu'il faut aller dans les références. Et vous avez en fait ici le nom du journal. D'accord? Et donc les auteurs, etc. L'année de publication ici. Et la référence sur PubMed. On pourrait vous poser en fait pas mal de questions comme ça. Donc là, ici, il s'agit en fait de répondre en ce qui concerne la première référence, puisque vous voyez qu'en fait, la deuxième référence, c'est juste la séquence, alors que là, c'est dans le journal. Question. Ensuite, on vous demande indiquer le nombre de gènes présents sur cette séquence en précisant sur quel brin se trouve chaque gène et le nom du gène. Donc voilà, donc là, on regarde, donc je vous montre à la séquence, elle va jusqu'au bout là, d'accord? Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. On vous dit indiquer le nombre de gènes présents sur cette séquence et en précisant sur quel brin on se trouve. Avec son nom. Ok, donc il y en a deux. Alors, ok, donc on est d'accord. Le premier, c'est CYTB. Le deuxième, c'est NT6. Ça correspondrait à quelle, on pourrait vous demander en fait à quelle protéine ça correspond. Donc là, vous avez le produit, ça serait le cytochrome B. Ici, c'est la NADH, la sous-unité 6 de la NADH déshydrogénase. Hein. Voilà, donc vous voyez, on pourrait voilà, poser. Et c'est, alors, sur le brin inverse complémentaire, est-ce que c'est sur le brin inverse complémentaire pour les deux? Pour le deuxième, oui. D'accord, donc c'est sur le brin sens pour le gène CYTB, donc du cytochrome B, et c'est sur le brin inverse complémentaire, hein, vous l'avez ici, hein, c'est complément. Donc ici, ça commence au 1 jusqu'à 1143, et ici, c'est sur le brin inverse complémentaire. Donc, on voit que ça se termine 1318 et ça commence 1845. Comme ça qu'il faut le lire.
Ensuite, on vous demandait, donc ça, maintenant vous avez compris, c'est à vous de, ça sera à vous de le faire. Hein. L'exemple d'annotation qu'on vous demanderait de faire, c'est d'encadrer par des crochets les CDS, donc d'aller sur la séquence, ici, d'encadrer les CDS, de noter le nom du gène correspondant, d'indiquer le sens du CDS, donc de la séquence codante, en mettant une flèche, donc du codon d'initiation vers le codon stop, donc il y en a un qui est dans un sens, l'autre qui est dans l'autre, hein. Surligner les 3 nucléotides correspondant à la position du codon d'initiation, ainsi que ceux pour le codon stop. Faut qu'il y ait, oui, alors, comment on sait si c'est sur le brin sens ou sur le brin complémentaire, donc inverse complémentaire? Oui, je suis d'accord avec les réponses qui ont été données. C'est effectivement, il faut qu'il y ait écrit complément sur le CDS ici. Et donc là, vous voyez que le start, il est en position 1845. Donc, on vous demande d'aller le chercher ici, 1845. D'accord? Donc, 1800, vous êtes ici sur le 1, 10, 20, 30, 40. Donc, vous voyez que, en fait, le start 1, 2, 3, 4, 5, donc il est ici. Et on vous demande après de trouver le codon stop 1318. Et donc, il faut aller chercher 1318 et le souligner. OK. Ensuite, question complémentaire, question suivante, on vous demande que fait BLAST-N. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, on refait des alignements. Ici, donc, on vous demande, sur la question d'alignement, c'est plus du BLAST-N. On vous demande de décrire les résultats qui sont obtenus du BLAST. Et donc ici, le BLAST, c'est ce résultat-là qu'on vous demande d'analyser. Donc, on vous demande d'analyser la partie qui est la partie schématique, description, d'accord? On n'est pas sur la partie alignement. Tout à l'heure, après, on vous demande dans l'extrait B, pareil, de détailler ce qu'on voit dans l'extrait B. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et ensuite, on vous donne un autre extrait de l'alignement et on vous pose des questions, exactement comme tout à l'heure, en fait, de quel est le type de... quelle est la longueur de la séquence, quelle est la valeur de la e-value, le score, les identités, les gaps, etc. etc. Ça, on l'a déjà vu. Ensuite, autre type de sujet que vous pourriez avoir. C'est une partie qui concerne un alignement de Needleman et Woods. Alors. Excusez-moi, madame. Oui. Je ne vois plus les diapos. Oui, ça arrive. Okay, merci. Alors. On vous demande ici, selon Needleman et Wunsch, de calculer en fait le meilleur score d'alignement concernant les deux séquences, donc la séquence ATGCTA et ATAG, sachant que la valeur d'une correspondance ou d'une identité ou d'un match, il y a plusieurs façons de désigner ça,
et de 2. Donc ici, c'est 2 qui est la valeur de l'alignement. On vous dit qu'on attribue moins 1 à la valeur d'une substitution ou à un mismatch et la valeur de moins 2 pour un gap ou un indel. Donc voilà, donc là maintenant, il s'agit de faire le tableau concernant cet alignement manuel. Alors, on commence par quoi? Quand on veut faire du Needleman et Wunsch, on commence par quoi? Oui, Romain, vous voulez activer votre micro pour expliquer comment on fait? Alors du coup, on commence par écrire nos deux séquences et on commence avec un 0. D'accord? Donc, si j'écris par exemple ici séquence, j'écris la première, A, T, G, C, et A. D'accord? Ensuite, Ensuite, on met la même séquence, enfin l'autre séquence à l'horizontale, à la verticale, pardon. d'accord? Je commence où? Ici? Une colonne à gauche, plus loin. OK. Ensuite, Ensuite, on met un 0. donc, on va initialiser notre tableau. L'initialisation de notre tableau, c'est en fait où on met 2 colonnes. Donc, on fait une colonne de blanc ici et une colonne de blanc ici. C'est ça? C'est ça. Est-ce que, pardon. Et on met notre 0. Et ensuite? Et ensuite, eh ben, on va commencer par faire la colonne, par exemple, à l'horizontale. Et donc, du coup, quand on va vers la droite, eh ben, c'est forcément qu'on a fait un gap, un indel. Donc, on regarde la valeur, c'est moins 2. Donc, on fait 0, moins 2, ça fait moins 2. Puis après, ça fait moins 4, moins 6, moins 8. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. OK? Et on fait la même chose pour l'autre, dans l'autre sens. Parce que, encore une fois, lorsqu'on descend cette colonne, ça veut dire que on n'aligne rien sur A, T, A, G. On fait encore une insertion d'élétion. Okay. Ensuite, si on devait remplir cette case ici. On va avoir 3 possibilités. Donc on peut commencer par exemple si c'est à partir du 0. Donc si on va du 0, on va en diagonale. Ah, attendez juste 2 secondes, excusez-moi. Oui. Pour bien expliquer comment est-ce qu'on remplit ces séquences-là, ici, ça voudrait dire que l'alignement que l'on crée dans cette colonne, c'est A, pardon, je vais écrire l'alignement à côté, c'est A, T, G, C, T, A, que j'aligne avec des gaps. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, il va me faire au moins à chaque fois. OK? Donc là, j'ai 6 lettres, 6 gaps. C'est exactement la même chose ici. Là, ça veut dire que j'aligne A, T, A, G avec rien. Donc, vous voyez que la valeur du score, évidemment, c'est moins 2, moins 4, ça fait moins 6, moins 6, moins 6, ça fait moins 12, moins 12, moins 6, ça fait moins 20. La valeur du score, selon les données que l'on a ici,
de substitution d'un DAL de correspondance. Si j'aligne AT, AG avec rien, en fait, j'obtiens un score moins 20, c'est-à-dire, évidemment, ce score il est très négatif, puisqu'en fait, j'ai aucun alignement possible. Voilà ce que ça veut dire. Et voilà comment on initialise notre tableau. OK, ensuite, donc pour remplir cette case, Romain. Eh ben, on commence par exemple du 0, et pour arriver là, on va en diagonale, et on va aligner un A avec un A. Donc, comme c'est la même chose, eh ben, ça va être un match. Donc, la valeur, on rajoute 2. Donc, on fait 0 plus 2, ça fait 2. OK. Ou alors, l'autre possibilité, c'est on part, par exemple, du A qui est à la verticale, et on va faire un gap, comme on va de côté. Donc, on fait moins 2, donc ça fait moins 4. Ou alors, à partir du A qui est plutôt en haut, et ça fait moins 2 aussi, donc moins 4. Et on regarde le score qui est le plus grand, c'est 2. Donc, du coup, c'est qu'il y aura un match. Donc, ça fera AA. Et donc, on garde le 2. OK. Donc là, on sait que on va mettre ici un 2. OK? C'est bon, tout le monde s'en souvient de ça? C'est bon? Alors, évidemment, voilà, on commence par remplir le tableau comme ça. Hein, voilà, j'avais un petit peu préparé. Typiquement, voilà ce que on peut obtenir. Donc, vous avez ce type d'alignement. Vous avez ce type d'alignement ici. Donc, faites des exemples, entraînez-vous, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on remonte après pour faire l'alignement? Voilà, quand on a ça, on obtient ça. Ensuite, on peut obtenir celui-là. Vous avez plein d'alignements possibles. D'accord? Donc, revoyez un peu le cours par rapport à ça. Ça, typiquement, voilà le type de questions que vous pouvez aussi avoir pour l'alignement de séquence, puisque, en fait, ça peut être la partie, c'est toujours la partie biologie. Hein, ici, même si on travaille sur des alignements de séquence, sur des algorithmes, c'est quand même, en fait, un calcul d'alignement de séquence de type Middleman Image. OK. Alors, quel est l'autre type de sujet que vous pouvez en fait avoir? C'est par exemple de l'annotation. Alors, je vais arrêter ce partage-là. Alors, là, c'était des questions en fait de cours. Donc là, on vous demandait. Je vais partager. Alors, on vous dit des chercheurs se sont intéressés à une bactérie pathogène, Chlamydia ou Trachomatis, responsable du burétrite, et ont décidé de séquencer son génome. Ils ont procédé ensuite à l'annotation de ce génome. Dans une région particulière, ils ont trouvé la succession de 3 opérons, constitués respectivement de 3 CDS, 4 CDS et 5 CDS. On vous demande de rappeler ce que c'est qu'un opéron et son mode de régulation. Donc ça, c'est typiquement TD5, TD6. Donc, c'est quoi un opéron? Mode de régulation. Et là, en fait, vous aviez une page et demie pour schématiser, faire le schéma d'annotation de cette région particulière annotée par les chercheurs. Une attention particulière sera portée à tous les signaux de transcription, de traduction et de régulation. Donc ça, oui, c'est TD5, TD6. Donc là, il s'agissait évidemment de faire les 3 CDS du premier opéron, les 4 CDS du deuxième et les 5 CDS de l'autre. On positionne bien à chaque fois les signaux de transcription en amont de chaque opéron. Donc, 3 signaux de transcription.
Et par contre, en fait, le RBS, on le retrouve devant chacune des CDS. Donc là, il s'agissait d'avoir combien de signaux de transcription et combien de RBS ici. Donc sans faire le schéma, donnez-moi en fait combien il y a de signaux de transcription. Donc on parle des 2 boîtes, mais ça c'est un signal. Hein, les 2 boîtes, OK. Voilà, donc il y a bien le nombre de RBS, c'est devant chacune des boîtes CDS, hein, d'accord? Alors que les signaux de transcription, donc RBS c'est pour la traduction, les signaux de transcription sont les promoteurs. Ces promoteurs, combien il y en a? OK. Comment est-ce qu'ils sont régulés, ces opérons? En plus de toutes ces 3 CDS, plus 4 CDS et 5 CDS, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Un promoteur par opérant, oui, OK, c'est bien ça. Quand on vous dit qu'ils ont trouvé 3 opérons, est-ce qu'en amont de chaque opéron, il n'y a pas quelque chose de particulier qui permet la régulation? Souvenez-vous de l'opéron lactose. Qu'est-ce qu'il y avait devant l'opéron lactose? Il y avait un répresseur. Oui. Et donc, en fait, il fallait rajouter aussi la structure du gène du répresseur, c'est-à-dire un promoteur suivi en fait d'une RBS, suivi en fait d'une CDS qui correspondait au répresseur de l'opéron. Donc là où il fallait bien analyser la question, c'est qu'en fait, on vous dit qu'ils ont trouvé ici la succession de 3 opérons constitués de 3 CDS, 4 CDS et 5 CDS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que devant chacun de ces opérons, il y a un répresseur. Donc souvenez-vous de l'ACI, qui est juste en amont de l'opéron lactose et qui est constitué de 3 CDS. Donc il fallait rajouter en fait ici aussi, en amont de chacun des opérons, un gène bactérien qui correspond au répresseur, donc le promoteur, le RBS et la CDS pour chacun des 3 opérons. Ensuite, donc voilà, donc c'était dans le schéma, pardon. Donc c'était pas ici, ici c'était la question de cours, ici c'était le schéma, donc sur ce schéma, il fallait devant chacun des opérants rajouter son répresseur et évidemment le site opérateur, certains l'ont mis dans le chat, hein, il faut évidemment l'opérateur puisque c'est sur cet opérateur-là que la protéine répresseur va venir se fixer. Et on a vu dans l'opérant lactose que l'opérateur, il peut être même encore plus compliqué que ça, c'est qu'il peut y avoir aussi des sites de fixation des protéines qui peuvent en fait venir accélérer en fait la transcription. Mais bon, en tout cas, juste mettre un opérateur, c'était très bien. Qu'il soit constitué de plein de parties différentes, peu importe, mais en tout cas, il fallait que l'opérateur soit bien spécifié puisque les opérants fonctionnent par des sites opérateurs. Donc voilà le type de questions que vous pouviez avoir. Ensuite, en ce qui concerne la partie séquençage, et dernier exemple je vais vous partager maintenant en fait un autre sujet. Dernier exemple de sujet que vous pourriez avoir, c'est plus sur la partie séquençage. Alors, je vais le chercher.
Donc voilà, typiquement, on vous donne ça, c'est exactement comme je vous ai montré en cours. Hein. C'est l'exemple d'un séquençage à haut débit de type Solexa et Lumina. On vous dit que chaque image contient un ensemble de points de couleurs dont les significations sont données ci-dessus. Donc en fait, chaque couleur correspond à, normalement, ce sont des 4 couleurs différentes. Donc ici, en niveau de gris, vous avez donc les 4 couleurs en niveau de gris différentes. On a une suite de 10 images issues de ce séquenceur-là. On vous dit de rappeler le principe de la méthode de séquençage à haut débit de type Solexa et Lumina. Ça, c'est du cours. On vous demande ici combien de reads sont obtenus dans cette figure 1. On vous demande de choisir ensuite 5 reads que vous numéroterez sur la figure et vous en donnerez la séquence exacte. Donc, je répète, on vous demande d'abord, dans un premier temps, de rappeler le principe de la méthode de séquençage, hein, donc ça c'est du cours, et ensuite on vous dit combien de reads sont obtenus en figure 1 et justifiés. Donc ça, est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de reads dans cette figure 1 ? « 20 reads, oui Romain. Et si on prend par exemple, si on prend ce reads-là, de quelle séquence il s'agirait? Donc, ok, on est d'accord. Alors, Massima, si vous n'avez pas compris, c'est que si on parle de ce reads ici, ça veut dire que chaque fois qu'on ajoute une lettre, un nucléotide pour le séquençage, on prend une photo. Donc, ça veut dire que la première lettre, c'est ici un C, on est d'accord? On prend ce même read, c'est-à-dire même position sur la photo, et en fait, la deuxième, c'est un G, la troisième, c'est un C, la quatrième, c'est un A, et donc, vous voyez la séquence qu'a donnée Romain, effectivement, c'est C, G, C, A, A, C, 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 C. Donc, voilà typiquement la question. Et on vous demandait de choisir 5 grids, donc de donner 5 séquences. Vous auriez pris n'importe laquelle, celle-ci, puis celle-ci. Donc, il fallait la figure à chaque fois pour lire la séquence. Voilà, c'était aussi simple que ça. Alors, pourquoi 20 reads, William? Parce qu'en fait, il y a 20 taches de couleurs différentes sur chacune des photos. Voilà les reads, à quoi ça correspond. Ok, William? C'est ça, les reads. Hein, c'est ce que je vous expliquais en cours. Donc, revoyez un petit peu tous ces cours. Oui? Est-ce que vous pouvez réexpliquer par rapport aux ronds de couleurs que vous avez fait? Oui, d'accord. Merci. Donc, si vous reprenez en fait les dias de cours, on voit les reads, à quoi ça correspond. Les reads, c'est la séquence qu'on va lire lettre après lettre. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, quand on fait du séquençage, on va rajouter les nucléotides les uns après les autres et on prend une photo. Puisque chaque nucléotide, il est stoppé, ce sont des dye-terminators. Donc, ils ont un fluorochrome. Ce fluorochrome, en fait, émet, lorsqu'on l'excite, en fait, émet une lumière. On prend la photo. Ensuite, on va le cliver. On va libérer le 3' OH. Et donc, on va pouvoir rajouter
le nucléotide suivant, etc., etc. Et donc, on va prendre des photos à chaque fois. Donc ici, par exemple, sur le premier qu'on rajoute, c'est un C. Et donc, on va lire cette séquence-là, qui est sur ma plaque. On va lire le premier nucléotide. On décroche ce nucléotide fluorescent, on lave et on rajoute le deuxième. Le deuxième nucléotide, on voit qu'en fait, qui est rajouté, il émet cette couleur-là. Donc, en fait, on voit que c'est un G. Donc, le deuxième, c'est un G. Mais madame, pourtant, les tâches, par rapport au premier rectangle, après le rond blanc, donc qui correspond à un C, il y a 2 ronds noirs qui correspondent à un A. Oui, mais Et c'est dans pas le la deuxième même. rectangle, il n'y a pas du coup 2 A après le C. Non, puisqu'en fait, ce que vous lisez, c'est cette séquence. Cette séquence, elle est ici. Cette séquence ici, revoyez le cours que je vous ai fait. La séquence, elle est ici. On est en train de lire cette séquence-là. Donc, cette séquence, on prend une première photo, c'est un C. On prend une deuxième photo, c'est un G. On prend une deuxième photo, et on lit la séquence. Souvenez-vous, la plaque, si je la prends, j'essaie de vous la dessiner ici en 3D. La séquence qu'on lit, elle est accrochée sur la touffe que l'on lit, elle est ici. La séquence qui est là, qui est à cet endroit-là, elle est ici sur la plaque. Et on est en train de lire petit à petit ces 20 nucléotides qui sont là, qui sont en plusieurs exemplaires puisqu'on a fait une PCR. Celle qui est ici, elle est là. Donc, on va lire lettre par lettre, une à une, en fait, les lettres. Et donc, on prend une photo à chaque fois. Donc, quand là, on a 20 reads, parce qu'en fait, on a 20 séquences qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, qui sont multipliées par PCR. Donc, on a des touffes. Hein, on revoyait du cours. Et donc, on va lire chacune des séquences. Et là, on prend une photo de cette plaque. Donc là, par en haut. Hein, donc, l'œil, il est ici. Et on regarde, en fait, par en haut. Et on prend une photo. Tous les 20 reads ici que l'on voit. Et donc, on voit qu'on est en train de lire, effectivement, on est en train de lire les 10 nucléotides, oui, puisqu'en fait, on lit les 10 premiers nucléotides, on a 10 photos ici. Donc, ça sera une séquence de 10 nucléotides. Dans l'exemple qu'on vous donne, parce qu'on a fait un extrait, enfin, voilà, c'est juste un extrait, alors que ce sont des... Normalement, en fait, ce sont évidemment des milliers de photos que l'on prend les unes à la suite des autres pour avoir des milliers de séquences nucléotidiques derrière. Et donc, ces RIS-là, après, on va les aligner pour faire... on va les aligner pour aller séquencer des génomes en entier. Donc, quand on doit écrire la séquence, on écrit par rapport aux lettres qu'on trouve. Ensuite, on doit écrire la séquence ADN initiale. Non, ça, vous ne pouvez pas connaître la séquence ADN initiale. On vous dit ici simplement de donner les séquences des 4 ou 5 rites que vous avez choisis. On vous en demande combien? 5. Donc, vous choisissez 5 rites et puis c'est tout. Après, vous ne pouvez pas savoir, en fait, d'après cette figure-là, vous n'avez aucune autre information pour savoir la séquence initiale, à quoi elle correspond. Non, ça on ne vous demande pas. On ne vous demande pas non plus du brin inverse complémentaire. On vous dit le RITS, à quoi il correspond, point. D'accord? Donc si, quand on est sur Sanger, c'est différent. D'accord? Quand on vous demande en fait de lire le résultat, on vous dit de quelle séquence initiale il correspond. Oui, ça c'est différent. Ça, je pense qu'on a bien insisté, et notamment en fait, peut-être en TD, ça a été bien identifié que c'est soit ce qu'on lit sur le gel, soit
la séquence, à quoi ça correspond. C'est brun inverse complémentaire. C'est 2 choses différentes. Donc, réalisez bien vos questions à chaque fois quand il s'agit du séquençage de Sanger. Donc, voilà typiquement les exemples de questions que vous pouvez en fait avoir en biologie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si oui, vous activez le micro, s'il vous plaît. Ou vous levez la main. Donc, revoyez bien le cours. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a toujours une question de cours pour que vous puissiez, en fait, pour qu'on sache les erreurs que vous allez faire sur l'interprétation des résultats qu'on vous donne d'interpréter, de justifier. Ça nous permet de savoir, en fait, si vous vous trompez parce que vous ne connaissez pas le cours ou parce qu'en fait, vous ne savez pas interpréter les résultats. Mais si vous avez bien bossé le cours, normalement, l'interprétation des résultats, ça va de soi, puisque on rappelle d'abord le principe. Si vous connaissez les principes, il n'y a aucun problème en fait sur vos analyses après de figures. Ok. Excusez-moi, madame. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie GenBank? Ok. Alors, je vous mets la partie GenBank. Voilà. La question que je voulais poser, c'est que je n'ai pas compris au niveau de la question, le complément. Là-bas, je n'ai pas compris. Alors, on vous posait la question que je reprends. Alors, donc c'était sur... alors, voilà, citer... non, c'était pas ça. C'était les CDS. Ah non, pardon. Je ne suis pas dans le bon fichier, là. C'est pour ça que je ne comprenais pas les questions. Voilà, à partir de cette fiche GenBank, ici, on va le laisser plus haut. À partir de cette fiche GenBank, on vous demande les questions classiques, donc de quel type de séquence, etc. Ensuite, on vous demandait d'indiquer le nombre de gènes présents sur cette séquence en précisant sur quel brin se trouve chaque gène et le nom du gène. Donc, alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Là où vous avez écrit, c'est le brin complémentaire et que c'est entre parenthèses 1318 et 1845. Donc, là, ce gène, ici, le premier, donc qui correspond à CYTB, qui est donc le cytochrome B. Le gène du cytochrome B, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Je pense que ça veut dire que ça commence au nucléotide 1 jusqu'à 1143. Alors, ça veut dire que ça commence avant le nucléotide 1, mais ça veut dire qu'ici, il n'est pas en entier.
gène. D'accord? À cause de inférieur à. Donc, ça veut dire qu'il commence avant le 1 et qui se termine après 1143. Ouais. OK? D'accord. La séquence codante, elle commence où et elle se termine où? Elle commence de 1 jusqu'à 1143. D'accord. Donc, c'est sur quel brin, d'après vous? Est-ce que c'est le brin qu'on va lire là ou c'est le brin inverse complémentaire? C'est le brin matrice. Le brin, pas le brin matrice, hein, en fait. C'est le brin, ici, le brin sens. Et si on regarde, effectivement, le 1, c'est le ATG. Il est ici, le ATG. D'accord? Oui. Le stop, il se trouve où, alors? Le stop se trouve à 145, à la position 145. C'est-à-dire 145? le dernier nucléoïde est à la position 1143. Voilà. Donc, 1143, on devrait avoir le stop. 1143. On a ici 1, 2, 3. Donc, en fait, le codon stop, vous voyez que le A du codon TAA, qui est le codon stop, est en position 1143. Donc, le codon stop, si on devait donner la position, ça serait 1140 et 1. Oui. Vous voyez la différence? Ouais. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, il faudrait mettre un crochet pour dire que la CDS, en fait, elle s'arrête ici, la séquence codante. Elle s'arrête là, la séquence codante. Puisque le stop, il est ici. Et voilà, on est en 39. Ok, d'accord. Elle est ici, la fin de la séquence codante. Le début est ici. La fin est avant le codon stop. Le codon stop ne fait pas partie de la séquence codante. Il est après. Donc, eux, quand ils parlent en fait de la CDS, la coding sequence, ils englobent en fait le codon stop. Mais en fait, comme il n'est pas codant, on vous a sûrement en fait dit en cours qu'il faut faire attention en fait entre ça, c'est la fin de la séquence codante, mais la partie qui va coder pour la protéine, le dernier codon qui code, il est ici. Donc ça, Françoise Lamy vous en a bien parlé, je pense. Hein. Et donc, quand on parle de position aussi, vous voyez que la position du start, il vous donne la position 1, c'est le A de ATG. Et quand ils disent que ça va jusqu'à 1143, en fait, 1143, c'est le A de la dernière lettre du codon stop. Le codon stop, si on devait dire la position du codon stop, donc c'est toujours la position de la première lettre, donc ça serait la position du codon stop, ça serait 1141. Puisque le T du TAA, du codon stop, c'est 1141. OK? Ouais, donc ça, c'est pour le premier. Ouais. Pour le deuxième, vous avez bien compris, maintenant, c'est quoi? Quand il y a marqué complement, ça veut dire quoi? C'est le brin complémentaire. Donc, comme c'est sur le brin inverse complémentaire, ben, vous voyez que en fait, la position de 1318 et de 1845, ça va être le start, et 1318, ça va être le stop. OK? D'accord. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Très bien. Merci Alors, beaucoup. avec plaisir, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, ben, écoutez, si pas d'autres questions, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Révisez bien. Et donc, voyez,
Il peut y avoir d'autres questions, en fait, hein, évidemment, mais là, ce sont des exemples de sujets qui sont assez récurrents. Après, il peut y avoir des choses évidemment différentes, hein, sinon, on vous a montré en fait les choses qui viennent très régulièrement, mais vous pouvez avoir quelques petites questions subsidiaires. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, bonne révision et puis bonnes vacances pour la semaine d'après. Au revoir.